Allez, on attaque tout de suite avec la question qui nous hante à l'ère du tout visuel. Une image, est-ce que ça peut vraiment être la vérité ? Eh bien, la philosophie, elle, n'y va pas par 4 chemins. La réponse, c'est non. C'est sec, c'est direct, et ça nous ouvre la porte sur une histoire qui dure depuis plus de 2000 ans. Pourquoi non ? Parce que, par définition, une image n'est jamais la chose qu'elle montre. C'est toujours une illusion, une apparence, ce que les philosophes appellent un simulacre. Elle est là, à la place du réel, mais ce n'est pas le réel. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Toute cette panique qu'on voit aujourd'hui autour des deepfakes, ces fameuses images synthétiques hyper réalistes, eh bien, en fait, ça ne fait que mettre un énorme coup de projecteur sur un problème que les philosophes ont identifié depuis l'Antiquité. Pour bien piger, il faut faire un petit voyage dans le temps. Direction la Grèce antique. On va voir Platon, qui au fond nous avait déjà tout expliqué sur la nature un peu fourbe de l'image. Alors, pour Platon, c'est une histoire de niveau. Tout en haut, il y a l'idée pure, la vérité avec un grand V. Juste en dessous, on trouve l'objet, une chaise par exemple, qui n'est déjà qu'une pâle copie de l'idée de chaise. Et puis tout en bas de l'échelle, le plus loin possible de la vérité, il y a l'image de la chaise, une copie de la copie. C'est l'ombre projetée sur le mur de sa célèbre caverne, l'illusion ultime. Bon, on fait un bond de géant jusqu'au XXe siècle. Avec l'arrivée de la photographie, on a cru qu'on avait enfin trouvé la parade. Une machine, un procédé chimique, quelque chose qui capture le réel de façon objective, sans interprétation. La fin du problème de Platon, en quelque sorte. Mais est-ce que c'est vraiment si simple ? Le philosophe Roland Barthes nous dit que pas du tout. Pour lui, face à une photo, il y a toujours 2 choses qui se passent. D'abord le studium, en gros c'est ce que tout le monde comprend, le contexte culturel, l'information évidente. Et puis il y a le punctum. Ah, le punctum. C'est ce petit détail, ce truc qui n'était pas prévu, qui nous saute aux yeux et qui vient nous piquer, nous émouvoir personnellement. Un regard, une main, un objet. Ce qui est fou, c'est que ni l'un ni l'autre n'est la vérité objective. C'est soit une convention sociale, soit une émotion intime. Et puis, il y a Susan Sontag qui va encore plus loin. Pour elle, l'acte de photographier n'a rien de passif. C'est un acte de pouvoir. On s'approprie ce qu'on voit, on l'interprète, rien qu'en choisissant un cadre. Et, d'une certaine façon, on agresse le réel. Une photo, ce n'est pas un miroir, c'est une prise de position. Et l'histoire, d'ailleurs, lui donne raison. Bien avant l'invention de Photoshop, la manipulation était déjà là. Sous Staline, on faisait littéralement disparaître les opposants des photos officielles. Et même la science s'y met. La fameuse première image d'un trou noir, ce n'est pas une photo classique. C'est une construction visuelle à partir de tonnes de données qui ont été colorisées pour que notre œil puisse les interpréter. C'est une traduction, pas un reflet direct. On voit donc bien qu'il y a une sorte d'escalade. On part de Platon, où l'image est une simple copie un peu dégradée. On arrive à Barthes et Sontag, où elle devient une interprétation active. Puis avec Guy Debord, elle devient carrément le filtre obligatoire à travers lequel on perçoit le monde. Et le coup de grâce, c'est avec Baudrillard. L'image n'imite plus le réel, elle est le réel. Justement, arrêtons-nous sur ces 2 derniers penseurs, Debord et Baudrillard. Ils sont absolument essentiels pour comprendre le monde d'aujourd'hui. C'est avec eux qu'on bascule dans une ère où l'image n'est plus juste une représentation, mais devient notre environnement direct. Quand Debord parle du spectacle, attention, il ne parle pas juste de la télé ou de la pub, c'est bien plus profond. Le spectacle, c'est un nouveau type de société où les relations humaines ne sont plus directes, mais passent forcément par le prisme des images. On ne vit plus vraiment les choses, on regarde les choses se vivre. Et cette phrase de Debord résume tout, elle est géniale. Le vrai est un moment du faux. Ça veut dire que dans cette société du spectacle, le monde des images est devenu tellement énorme, tellement omniprésent, que la réalité authentique n'est plus qu'une petite exception, un bref moment à l'intérieur de l'illusion générale. Baudrillard, lui, il va jusqu'au bout de la logique. Il part de d'hyper-réalité. C'est le stade ultime. C'est quand les copies, les simulations sont tellement parfaites qu'elles n'ont même plus besoin d'un original. La distinction entre le vrai et le faux s'effondre complètement. La carte est devenue plus intéressante, plus réelle que le territoire qu'elle est censée représenter. Et nous voilà de retour en 2024. Avec tout ce bagage philosophique, le problème du deepfake apparaît sous un jour complètement différent, n'est-ce pas ? Tout le scandale, toute l'indignation morale que provoquent les deepfakes, ça ne tient que sur un seul pilier, un mythe très tenace. L'idée qu'avant, les images étaient vraies, pures, innocentes. Or, on vient de le voir, ça n'a jamais été le cas. Alors, le deepfake, qu'est-ce qu'il fait de si nouveau ? Eh bien, il ne crée pas le mensonge. Il le rend accessible à tous. Il démocratise la fabrication de simulacres. Ce pouvoir qui était avant réservé aux États, aux studios de cinéma, aux grands médias, est maintenant à la portée de n'importe qui avec un bon ordinateur.
Du coup, pointer du doigt la technologie du deepfake comme étant le grand méchant, c'est complètement passer à côté du sujet. C'est refuser de voir que le problème est bien plus ancien, bien plus profond. C'est le problème de la nature même de l'image. Mais et si tout ça avait un côté positif ? Si cette crise de la preuve visuelle était en fait un électrochoc salutaire, peut-être que ça va nous forcer, collectivement, à devenir plus intelligents, à chercher la vérité ailleurs que dans la simple vision, à utiliser le contexte, la parole, la logique, la réputation des sources. Est-ce qu'on se dirige vers une forme de scepticisme plus sain, une sorte d'hygiène mentale où l'on questionne systématiquement ce que l'on voit pour mieux comprendre le monde ? Ou est-ce que, au contraire, on risque de tomber dans le piège inverse, un nihilisme visuel total, où, puisqu'on ne peut plus croire aucune image, on finit par ne plus croire en rien du tout ? Voilà la question vertigineuse qui nous est posée aujourd'hui. Sommes-nous prêts, mentalement et collectivement, à naviguer dans un monde où une image ne pourra plus jamais être considérée comme une preuve finale et absolue ? Le débat est loin d'être terminé.